77 jours, est-ce qu'il est temps de se déclarer? Écoutez, le président de la République prendra sa décision, la communiquera prochainement. Je ne suis pas dans le secret et de toute façon, il ne s'agit pas de spéculer. Attendons. Ce que je sais, c'est que beaucoup auraient voulu qu'il soit déjà candidat depuis l'automne. Or, les Français veulent un président de la République qui fait face. C'est le cas aujourd'hui et ça me paraît essentiel. Il y a la manière tardive, façon Mitterrand, 30 et quelques jours. Il y a ceux qui disent ah, mais pas du tout, en 2022, c'est pas la même logique, il faut tout de suite entrer dans l'arène. Vous avez donné les éléments de langage, mais sincèrement, évidemment, c'est un sujet pour vous compliqué. Vous savez, je pense que tous les gens qui conseillent un président qui sera peut-être candidat ont tous des avis super éclairés, mais ils sont tous différents. Et là, il y a un homme, une femme, celui qui doit prendre la décision, celui qui est président sortant, aujourd'hui Emmanuel Macron, qui la prend seul. Il entend de nombreux conseils pour ma part. Je pense que l'hypothèse lointaine, comme l'avait fait François Mitterrand, c'était un contexte extrêmement différent. Aujourd'hui, il faut de la clarté. Je pense que dans les semaines qui viennent, il y aura la clarté. Pour vous, alors cette fois je ne parle pas du secret de son cerveau à lui, mais pour vous, patron de la majorité parlementaire, est-ce qu'il y a un risque de rester trop longtemps un peu en dehors? Non, parce que quand je vois, et je suis un peu sévère, mais la médiocrité de la campagne dans laquelle nous sommes depuis le mois de septembre, je me dis qu'il vaut mieux que le président de la République préside. Et j'espère que quand il viendra, ça rehaussera le niveau du débat, qu'on parlera des vraies priorités des Français et pas des sujets micro-coloniaux que chacun partage, de savoir qui récupère qui, quels sont les transferts du jour. On a l'impression d'assister à un mauvais match de foot. Alors, vous pourrez commenter tout à l'heure aussi ces aspects-là, mais il n'y a pas que l'aspect tambouille. Il y a des problèmes très concrets de débat démocratique. Par exemple, les débats de premier tour, et là, il se sera déclaré entre-temps. Est-ce que le président de la République doit y participer ou bien est-ce qu'il doit avoir une position à part? Écoutez, nous verrons ce qu'il décidera là aussi, mais... Votre sentiment à vous? Non, mais je vous donne comme conseil. D'abord, il faut observer ce que ses prédécesseurs ont fait. C'est vrai que vous avez cité François Mitterrand, on aurait pu citer Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, n'ont pas été dans ces débats qui sont en fait tous contre le président sortant. Il n'y a que des coups à prendre. Temps de parole, bien sûr, avec un temps de parole qui est le même. Et là, vous avez 11 candidats qui vont siphonner, enfin taper. Et le candidat qui a 6 minutes pour répondre sur 1 heure d'émission. Ce n'est pas très sérieux et je pense que le débat mérite mieux que cela. Mais c'est vrai que moi, si j'avais un conseil à donner au président, je m'inspirais de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Aujourd'hui, moment délicat avec la sortie du Covid. Tout le monde l'espère, évidemment, mais évidemment, pour vous, la pesée est compliquée. L'OMS, aujourd'hui, c'est ce soir même, il est plausible que la région Europe se rapproche d'une fin de la pandémie. Évidemment, la vague Omicron qui, espère-t-on, va passer. Est-ce que vous pensez déjà à assouplir le pass vaccinal ? Le Premier ministre a fait des annonces vendredi avec un calendrier qui, effectivement, nous donne une perspective d'assouplissement. Il ne faut pas se précipiter. Sans date, là, pour l'instant, c'est très général. Il a donné des échéances avec début février et mi-février, mais il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter parce qu'on a encore vu vendredi 400 000 cas dans notre pays. Et puis, je serais venu dimanche dernier, j'aurais pu commenter des chiffres qui étaient légèrement à la baisse. Et puis, lundi, mardi, mercredi, ils sont repartis à la hausse. Donc, grande prudence sur ce sujet, mais notre objectif, c'est effectivement de lever les outils comme le pass vaccinal le plus vite possible. Mais si nous pouvons le lever, c'est aussi parce qu'au niveau européen, comme au niveau français, nous avons des performances en matière de vaccination qui sont parmi les meilleures mondiales. Est-ce qu'il n'y a pas, Christophe Castaner, un ras-le-bol général? On va revoir une image, elle est fascinante. C'était le 23 janvier 2020, ça fait 2 ans, jour pour jour. La ville de Wuhan, en Chine, était confinée. C'est, je crois, 12 millions à peu près d'habitants, plus de 11 millions en tout cas. Nos vies ont changé, là, depuis 2 ans. Par parenthèse, beaucoup de gens à l'époque sous-estimaient. On se disait, ah, c'est là-bas, peut-être ça ne viendra pas ici, puis on sait toute la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de ras-le-bol général dont il faudra tenir compte? Bien sûr, il y a de la lassitude, il y a de la fatigue. Je pense à tous ces fameux hommes qui, au quotidien, luttent directement contre le virus. Et évidemment, les personnels de santé, mais pas seulement. Et donc, oui, il y a une forme de lassitude qu'il faut entendre. Et la campagne présidentielle, de toute façon, ne sera pas la même. Et je suis même convaincu que les thèmes qui devront être abordés pendant cette campagne et qui le seront ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui auraient été abordés sans cette crise sanitaire mondiale. On a besoin de plus de protection, et de protection au sens large. La protection en matière de santé fait partie de ces éléments-là. Est-ce que vous entendez, on voit derrière vous les fameux QR codes, est-ce que vous entendez, je ne parle pas là des complotistes, je parle de beaucoup de gens, ça dépasse de très loin cette partie-là de la population qui
sont un peu chiffonnés par le risque d'une société de surveillance qui disent où est-ce que ça va s'arrêter parce qu'on n'a pas de date. Alors il y a d'autres applications possibles. On voit à quel point, tant mieux évidemment si ça a permis d'endiguer le virus, mais dans d'autres situations, le contrôle social, on sait où ça mène en dictature comme la Chine, personne ne fait la comparaison ici, mais voilà, on met un doigt dans un engrenage. Alors, vous ne faites pas la comparaison, d'autres la font, y compris dans les personnels politiques. Je trouve ça affligeant. Moi, je veux dire les choses simplement. Nous ne sommes pas accros à des outils comme le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Et plus tôt on peut s'en débarrasser, mieux c'est. Mais c'était un élément aussi pour faire en sorte que l'effort soit porté au maximum par ceux qui refusent la vaccination. C'est une petite minorité, mais qui met en risque la communauté et qui met en risque nos hôpitaux. Et donc, on a utilisé des outils pour faire porter l'effort sur cela. Nous l'assumons parfaitement et ça a marché. Depuis l'annonce du président de la République sur le pass vaccinal, il y a eu 1 million de primo-vaccinés dans notre pays. Eh bien, il faut continuer l'effort, il ne faut rien lâcher. Ce débat a pris un tour violent aujourd'hui. Ce sont ces images, on va les revoir et j'aimerais que vous réagissiez en les regardant parce qu'évidemment, comme élu, mais aussi comme président du groupe La République En Marche, c'est de la violence dans les paroles, c'est même de la violence dans les actes. Il y a le député, il y a le conseiller, il y a aussi le monsieur qui a tenté de les aider, de les exfiltrer comme on dit. Première réaction à ce sujet? J'ai évidemment échangé avec Romain Gros, que je connais bien. Cette violence est insupportable, inacceptable, et elle est faite de gens qui ne respectent rien, y compris d'ailleurs aucun ne porte de masque alors qu'ils manifestent en groupe. Ils considèrent que, alors qu'ils sont une toute petite minorité, ils sont le peuple. Et ils sont le peuple agressif. Et vous savez, concernant Romain Gros, déjà, et je suis sûr qu'il y a des personnes qui étaient dans ces manifestations à ce moment-là, en juillet 2019, sa permanence avait été vandalisée, ses vitres brisées, et pire, alors qu'ils étaient à l'intérieur, ils avaient jeté un bidon d'essence pour tenter d'enflammer sa permanence. Je m'étais immédiatement rendu sur place à leur ministre de l'Intérieur, et c'est une violence, je sais que Romain a réagi. Ce que je peux vous dire, c'est que les députés de mon groupe ne céderont pas sur ces menaces-là. C'est si vous votez, on vous exécutera. Voilà les messages que l'on reçoit. 150 enquêtes ouvertes, 150 enquêtes ouvertes apparemment contre des élus aujourd'hui en France. Il y a tout ce qu'on voit là, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Il y a tout ce qu'on va payer. Il faut faire la différence entre les deux types de menaces, les menaces agression physique et les menaces que nous avons sur les réseaux sociaux. Les premières ont toujours été présentes. N'oublions pas, je pense par exemple au Parlement de Bretagne à Rennes qui avait été incendié dans des manifestations importantes. Je pense à la violence qu'on a connue en 2017 pendant la campagne. Nathalie Kosciusko-Morizet agressée, Lauriane Rossi, qui est députée aujourd'hui dans mon groupe, agressée pendant la campagne. Et puis il y a les violences dématérialisées, celles-ci qui paraissent peut-être moins graves et qui sont tout aussi graves et qui sont des menaces récurrentes sur les députés de la majorité pour les contraindre à voter. La liberté d'un parlementaire, elle est essentielle. Et donc nous faisons tout pour la protéger. Madame Le Pen dit c'est une des formes de violence, mais il y en a d'autres. C'est une de ses interventions du jour. Dès lors qu'on atteint à la personne, que ce ne sont plus des mots, mais qu'on atteint au physique, on doit avoir des peines plus lourdes. Les peines existent et nous avons d'ailleurs voté des textes qui font que tous les détenteurs d'une autorité publique, et pas seulement les élus, si vous agressez un détenteur de l'autorité publique, il y a une aggravation de la peine. Ensuite, il faut des sanctions. Qu'est-ce qui risque, pardon, le manifestant là, franchement, qu'est-ce qui risque objectivement? En fait, il n'y a pas d'incapacité de travail de Romain, et donc ils risquent d'abord de devoir réparer les dommages qu'ils ont causés, et puis une peine d'amende, et peut-être même une peine de prison avec sursis si certains sont récidivistes. Mais juste, vous savez, dès son arrivée, Éric Dupond-Moretti, alors garde des Sceaux, a fait une circulaire à tous les procureurs pour attirer l'attention sur ces violences-là, qui sont des violences symboliques, quelquefois, mais des violences physiques aussi, pour que les sanctions soient, dans les réquisitions des procureurs, extrêmement fermes. Il faut qu'elles le soient. Quelles que soient, elles ne le sont pas assez. Vous savez, à titre personnel, je n'ai porté plainte qu'une seule fois contre un individu qui était venu, un gilet jaune historique que je connaissais, je n'étais plus ministre, à Fort-Calquier, qui avait cheminé jusqu'à ma maison et qui a montré ma maison, qui m'insultait, qui me traitait d'assassin et qui a appelé le peuple à venir se venger. J'ai porté plainte. Il a eu un rappel à la loi. Ça n'est pas suffisant, ça n'est pas satisfaisant, j'ai eu l'occasion de le dire. Et donc oui, il faut des sanctions fermes. Des élus de droite ou d'extrême droite qui sont à votre place sur ce plateau ces derniers jours, notamment après l'agression contre un autre élu à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont dit à plusieurs reprises nous condamnons ces violences, mais, disent-ils, et ils ajoutent, selon eux, le président de la République, avec ses propos par exemple sur emmerder les non-vaccinés, avait une part de responsabilité dans ce climat. Qu'est-ce que vous leur répondez?
D'abord, moi j'apprends une chose simple, c'est que quand on condamne et qu'on rajoute un « mais », on ne condamne pas. Et donc les condamnations, elles doivent être extrêmement fermes, extrêmement strictes. Et ceux qui justement rajoutent un « mais » justifient l'acte violent. Et quelque part, ils sont aussi en responsabilité sur ce sujet. Quant au reste, on peut débattre de tout. On peut critiquer le président de la République. Nous sommes dans une démocratie. On peut critiquer le président, on peut me critiquer, on peut critiquer les députés de mon groupe. Mais on doit les respecter. La démocratie, elle donne des rendez-vous. Il y a un rendez-vous important dans 77 jours. Eh bien, à ce moment-là... Vous voyez, vous avez le compte. C'est pas moi qui vous l'ai rappelé. Je ne vous crois pas une seconde. Voilà. Et donc, non, mais je rebondis avec un clin d'œil parce que vous avez cité ces 77 jours. Donc, c'est ça l'important. Et c'est ça l'essentiel. La démocratie, elle vit par l'élection. Christophe Castaner, on voit bien que cet argument, il peut prendre. Éric Ciotti, lui aussi, dit, c'est sa formule, la sécurité, c'est l'angle mort d'Emmanuel Macron. On a beau dire, oui, mais il y a tant de milliers qui ont été payés, pas payés, etc. Emmanuel Macron a une image de président où il a pu se défendre fortement sur l'optimisme économique, sur le quoi qu'il en coûte, etc. Ce n'est pas une image de président sécuritaire, comme pouvait l'avoir un Sarkozy, comme pouvait l'avoir un ministre comme Pasqua. Est-ce que là, vous n'avez pas un déficit dangereux pour vous dans cette campagne-là? Non, mais d'abord, Emmanuel Macron n'a pas une image de sécuritaire, je reprends votre mot, et c'est tant mieux. On n'est pas des défenseurs de la sécurité en étant sécuritaire. Il y a un désir de sécurité très puissant. Mais M. Ciotti est professeur en tout, y compris en ministre de l'Intérieur. Alors vous citez Charles Pasqua, moi je peux vous citer Brice Hortefeux ou Claude Guéant. Est-ce qu'ils ont marqué le ministère de l'Intérieur alors qu'ils étaient les ministres de l'Intérieur soutenus par M. Ciotti de Nicolas Sarkozy? Non. Par contre, quand ils étaient là, ils ont supprimé 12 500 postes dans la police et la gendarmerie. Ils ont supprimé les renseignements généraux. Et nous avons dû reconstituer cela, en particulier en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, j'adore les leçons de M. Ciotti. Elles sont permanentes. C'est chez lui une spécialité. La réalité, c'est quoi? C'est que quand vous regardez toutes les infractions du quotidien, la criminalité, les voitures, les cambriolages, tout ça a baissé sous ce quinquennat. Et évidemment, il y a énormément de formes de violence qui ont augmenté. On le rappelait sur ce plateau-là. Ce sont des statistiques qui le disent. Les AVP, et c'est vrai, depuis 15 ans, 20 ans, on a une augmentation sans cesse, parce qu'on a une société qui a banalisé les violences. En même temps, on a aussi une société qui ne laisse plus rien passer, et c'est bien. Et je pense en particulier aux violences intrafamiliales, comme les violences faites aux femmes. Vous savez très bien que ce n'est pas seulement Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est toute une partie de la droite ou de l'extrême droite qui va exploiter, pour le meilleur ou pour le pire, ce sujet. On avait ce week-end encore ces ralliements autour d'Éric Zemmour. Ça a été un des événements politiques du week-end. Quand vous regardez cette droite-là, cette droite nationaliste, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? D'abord, une chose, la sécurité n'appartient pas ni à la droite, ni à la gauche, ni à nous-mêmes. Par contre, il y a les preuves de ce qui a été fait. Donc, il y a ceux qui ont des discours très incantatoires. Il reste qu'un Pasqua apparaissait. C'était un débat célèbre où Jacques Chirac disait, entre Charles Pasqua et d'autres, qui est-ce qu'on choisirait? Vous savez très bien que beaucoup de Français ont l'impression, à tort ou raison, qu'un Éric Ciotti fera davantage autorité que vous ne l'avez fait, par exemple. Ah non, détrompez-vous, parce que quand il y a des études d'opinion sur ce sujet, Éric Ciotti, y compris dans les intentions de vote auprès des Français, est plutôt près des 4% dans toutes les études d'opinion qu'il y a eu. Et quand on interroge les Français, Beauvau grâce à Mme Pécresse. Non, mais quand on interroge les Français, y compris sur la thématique de la sécurité, très régulièrement, Emmanuel Macron apparaît comme le meilleur pour défendre cela. Alors, ne tombons pas et ne nous laissons pas intoxiquer par le discours de quelques-uns qui font de la sécurité un fonds de commerce, qui parlent d'une France qui ne correspond pas à la réalité, qui veulent tout hystériser et qui se jettent avec un espèce de bonheur sur tous les drames qui existent, qui est assez indécent. Christophe Castaner, l'heure du bilan va arriver. D'abord, stratégiquement, on parlait tout à l'heure du moment de candidature. Il y a une autre question. Est-ce qu'on doit jouer le bilan ou la rupture? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit arriver en disant « je serai un autre » ? C'est à la fois le bilan, à la fois la rupture. Le bilan, ça, c'est du en même temps. Non, mais quand vous êtes président sortant, vous devez assumer votre bilan. Oui. Et il n'est pas question de dire, d'ailleurs, c'est ce que nous portons. J'ai engagé un tour de France qui m'a conduit un peu partout dans le pays pour porter ce bilan. C'est notre responsabilité, c'est même éthique de devoir assumer. Et en même temps, et là j'assume le en même temps, le président de la République, s'il est candidat, veut porter un nouveau souffle. On a réparé le pays, on a construit des fondations. Il faudra surprendre. Je pense qu'il faudra effectivement surprendre, mais pas surprendre pour surprendre, mais il y a un certain nombre de grandes réformes dont notre pays a besoin, que nous n'avons pas pu réaliser pendant les 5 ans sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Et ce second quinquennat, s'il est candidat, permettra de les réaliser. Quand on fait un album du quinquennat, vous y avez joué évidemment un rôle important comme ministre de l'Intérieur. La séquence des Gilets jaunes a marqué beaucoup les Français en général, vous en particulier. Maintenant que le temps du recul est là, est-ce qu'il y a un regret ?
peut-être en amont, de ne pas avoir senti avec suffisamment d'acuité le mouvement qui allait monter, qui au fond a concerné assez peu de personnes dans les ronds-points par rapport à d'autres manifestations que l'on connaît, mais qui posait une interrogation sociale extrêmement forte. Et nous ne l'avons collectivement pas entendu, nous n'avons pas répondu assez vite à ces sujets-là. Je pense que oui, c'est le cas, mais en même temps, ce que je sais, c'est qu'il y a eu près de 55 000 manifestations dans notre pays. Beaucoup ont été d'une très grande violence. Et les forces de sécurité intérieure ont toujours répondu présent, ont toujours protégé. Violence légitime ou non, nécessaire ou non, dans chaque cas, et en général, on pourra débattre infiniment, mais il y a eu toutes ces personnes qui portent des séquelles, les éborgnés. Vous savez qu'à vie, sur les réseaux sociaux, on dira le ministre des éborgnés, ce genre. Est-ce que c'est un poids pour vous? Bien sûr que c'est un poids, mais une personne blessée dans ce cadre-là, l'insulte de quelques-uns sur les réseaux sociaux, je m'en fiche un peu, mais une personne blessée, de toute façon, un drame. Comment vous le portez, ce poids-là? Je le porte en sachant qu'à chaque moment, avec ceux qui m'entouraient, et Laurent Nunez en particulier, nous avons pris les meilleures décisions pour faire face, avec courage, avec effectivement une prise de responsabilité que j'assume parfaitement. Mais je pense que nos forces de sécurité intérieure ont été dirigées. Nous avons changé en profondeur le schéma national. Vous avez pu avoir des contacts avec certaines de ces personnes qui ont subi les séquelles? J'ai eu des contacts aussi avec de nombreux policiers et gendarmes qui ont été blessés et qui sont marqués à vie aussi de ce qu'ils ont subi. Vous savez, je reprends vos mots de tout à l'heure. La violence légitime, elle n'existe pas. Par contre, les détenteurs des forces de l'ordre ont le droit d'utiliser la force légitime, notamment pour protéger nos institutions, pour protéger le pays, pour protéger la sécurité des femmes et des hommes qui manifestaient et qui, quelquefois, se trouvaient eux aussi en risque. Et c'est cela, la réalité. Le premier ordre que j'ai donné lors des Gilets jaunes, c'était d'aller protéger les ronds-points parce qu'à 10h30, il y avait déjà une première personne qui était morte. Morte par l'irresponsabilité de ceux qui ont fait n'importe quoi sur les ronds-points. Christophe Castaner, le temps qui vient, c'est cette maison commune présidentielle. On ne va pas la décrire ici parce que personne n'y comprend rien. Entre horizon, agir, pas agir, fusion, pas fusion. Nous sommes plus nombreux et nous continuons à faire un élargissement politique dont le pays a besoin. Alors, si on sort de la langue de bois, il y a eu quand même on s'élargit, c'est pas la langue de bois. Ce moment de prurite, de rébellion d'Édouard Philippe avec cette phrase incroyable « Je ne veux pas être ministre, je ne demande rien, mais j'ai pas envie qu'on m'emmerde puisque c'est un terme à la mode ». Est-ce qu'elle a eu quand même un coup de canif qui laisse des traces? Écoutez, moi je ne l'ai pas entendu dire cela, mais s'il l'a dit, c'est un coup de gueule. Non, mais franchement, c'est un coup de gueule. Et je sais qu'il a poussé... C'est mauvais signe quand même, pardon. Un Quand un allié dit ça, c'est pas très bon signe. Oui, mais attendez, dans une famille, de temps en temps, il y a des échanges, ils sont un peu fermes, ils sont un peu virils. Ce que je sais, c'est qu'Édouard sera totalement engagé dans la campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron. Il l'appelle comme moi de ses Quel sera son intérêt? Je sais que j'aurai plaisir à être avec lui. Édouard ne cherche pas un intérêt personnel. Tout le monde cherche un intérêt politique. Il construit un parti politique aujourd'hui pour proposer au pays et à la droite en particulier, c'est un parti qu'il assume être de droite, un horizon différent. Et donc je pense que c'est bien aussi d'avoir dans cette offre-là. Moi, ce que je sais, j'ai vécu des majorités sortantes qui étaient très affaiblies par le quinquennat. Nous, on a une majorité qui est plus large aujourd'hui, qui porte le dépassement et qui compte plus d'engager aux côtés d'Emmanuel Macron que quand nous avons commencé et quand il a été élu. C'est plutôt rare et ça mérite d'être salué. Quand on voit tout de même certaines fragilités, on rappelait la campagne de réélection de Mitterrand en 88, même lui, très belle réélection. En revanche, pour la législative, il était tout près de perdre la majorité, alors que tout le monde à l'époque imaginait qu'il va... Est-ce que vous vivez avec cette idée que peut-être Emmanuel Macron devra cohabiter, que gagner la présidentielle déjà n'est pas facile, mais qu'en plus, il y a une grande épreuve après? Alors, je ne l'exclus pas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que la tradition électorale dans notre pays, notre système électoral, fait que les Français sont assez cohérents. Et quand ils élisent un président de la République, ils lui donnent les moyens de mener sa politique. Mais on est déjà sorti de la tradition avec un président très présidentiel, très présent, pouvoir très vertical, mais un parti, l'AREM, qui à bien des égards est une peau de chagrin. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on fait la maison commune et qu'on s'élargit. On connaît nos fragilités. C'est pas agir, plein de respect pour le mouvement agir, c'est pas agir qui va vous offrir une majorité écrasante. C'est le MoDem, c'est Agir, c'est Horizon, c'est d'autres partenaires qui nous rejoignent. Ce sont des femmes et des hommes. J'étais hier dans les Alpes-Maritimes pour porter l'ambition européenne. J'étais aux côtés de Christian Estrosi. Il était dans nos adversaires politiques il y a 5 ans. Il est aujourd'hui en soutien du président de la République. Et cela crée des dynamiques qui, à mon sens, sont positives. Et pour répondre précisément à votre question, je crois que les Français vont voter, s'il est candidat et s'ils le choisissent, pour Emmanuel Macron, pour l'homme,
mais aussi pour un programme politique. Et donc, ils lui donneront les moyens de mettre en œuvre ce projet politique. Dans la galaxie Emmanuel Macron, alors sortons de maison commune, mais les personnes, alors il y a les jeunes gardes, les Attal, les Beaune, les Séjournés, les barons comme M. Bayrou, et puis il y a vous. Quel rôle vous jouerez, s'il faut vous définir d'un mot? Mon rôle n'a pas beaucoup d'importance. Je suis si, aujourd'hui, on va dire, l'animateur du groupe des députés de La République En Marche. C'est le plus beau maillage territorial que nous avons. C'est une force dans chacune de nos circonscriptions. Et donc, je suis cet animateur, je me déplace, je vais les soutenir, je travaille avec eux. Et en même temps, c'est une richesse qui produit, qui fait remonter des idées, aujourd'hui, qui alimente la campagne de réflexion que nous conduisons. Un peu de fibre populaire. On dit souvent que ça manque avec un entourage de gens assez brillants, techno, tout ce qu'on voudra, mais qui n'ont pas toujours un petit peu cette fibre populaire. Dieu sait si vous avez eu ce genre d'image, le kéké, c'est Libé qui disait le bébel du gouvernement à l'époque où vous étiez au gouvernement. Le premier, je ne le prends pas comme un compliment, parce que surtout moi qui connais la pratique en Provence du mot kéké, le bébel, j'aime pas l'idée, mais ça doit être un compliment, bébel, ça doit être un compliment, c'est ce que je voulais vous dire. Et un peu de fibre populaire, là, ça fera pas de mal? Écoutez, d'abord, je ne suis pas le seul à porter une fibre populaire. Il y en a d'autres avec des cultures différentes. Aujourd'hui, le sujet n'est pas de savoir quelle place on aura, ni même de savoir qui peut jouer rôle, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, je vais prendre la paraphrase et l'idée de Bebel, de très bon niveau dans cette équipe, dans ce team autour d'Emmanuel Macron. Un dernier mot, Christophe Castaner, ce n'est pas l'attribution première du Parlement parce que voilà, c'est le président de la République en France qui a ce rôle de chef des armées, mais le deuil aujourd'hui, c'est la mort de ce brigadier au Mali, 53e. Évidemment, ça suscite une très forte émotion. Est-ce qu'il est temps d'accélérer le retrait de ce qui peut ressembler à un bourbier? On n'est peut-être pas là, le mot est exagéré, mais enfin, 53 morts quand même. D'abord, le président de la République, dès l'année dernière, a engagé une stratégie de redéploiement différente par rapport à ce qui était notre présence. Je pense que notre présence, elle est importante et qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse partir comme cela. Pourquoi nous sommes au Mali? C'est ça la vraie question. C'était une décision prise par François Hollande pour, au fond, éviter qu'on ait un nouveau front terroriste qui s'ouvre dans ce pays qui allait tomber. Et c'est l'honneur de la France, sous l'autorité de François Hollande, poursuivi par Emmanuel Macron, que de protéger, et pas seulement la France, mais l'ensemble des pays occidentaux, d'un foyer de terrorisme au cœur de l'Afrique. Se retirer, c'est prendre le risque que ce foyer flambe à nouveau, des gens formés là-bas qui arriveront ici, qui pourront décapiter, comme c'est arrivé avec Samuel Paty, qui pourront poser des bombes. C'est le risque que nous connaissons. On sait bien qu'aujourd'hui, la menace est moins exogène qu'endogène dans notre pays sur le risque terroriste, parce que nous avons brisé l'État islamique. Nous étant la communauté internationale, et la France y a joué son rôle. Si demain il y avait un nouvel État islamique qui se constituait quelque part, il pourrait effectivement organiser des projections et le risque exogène se développerait. Donc battons-nous sur tous les fronts, mais effectivement en préservant, en protégeant au maximum nos forces et nos forces militaires qui effectivement sont aussi à l'honneur de la France. Christophe Castaner, merci d'avoir été notre invité. Restez avec nous tout de suite, le débat animé par Amélie Carouer avec Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry. Et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, à 22h avec Anne Seften et nos invités et nos éditorialistes. À tout de suite.